Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Bientôt une usine de montage de camions bennes au Sénégal, annonce faite par le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, a reçu ce matin les concessionnaires à qui il a promis des contrats. Le gouvernement veillera au respect de la décision du Conseil constitutionnel. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, se prononçait sur la situation nationale. Maître Madi Kenyan était face à la presse ce matin. 110e édition du Maouloud, jour J-2. Nous nous rendrons ce soir dans la famille Ndiéguène et celle de Rawangom. Nous parlerons également du Diawatul Kamal, entre autres sujets. Mais commençons d'abord par le ramassage des ordures au Sénégal. Les concessionnaires de notre pays vont bénéficier de contrats. Une promesse obtenue ce matin du chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, qui a également révélé que bientôt une usine de montage de camions bennes va voir le jour au Sénégal. Une annonce qui a fait la joie des concessionnaires sénégalais. Nous écoutons le porte-parole à la sortie de l'audience. Les concessionnaires, étant des Sénégalais, avaient sollicité une audience avec le président de la République qui envisage maintenant de nationaliser la collecte. Parce qu'avant, il n'y avait que Dakar que l'État avait pris en compte. Maintenant, l'État a décidé de prendre toutes les régions en compte. Ensuite, au-delà de ça, il y a un projet d'usine qui va faire en sorte que cette ordure qui va être collectée puisse être utilisée comme de l'engrais dans les champs. À ce sujet, nous l'avons rencontré parce que nous avions des difficultés. D'abord, parce que nous ne savions pas de quoi la société se procède. Aujourd'hui, il nous a rassuré qu'effectivement, dans ce procès, on peut être actionnaire majoritaire, ce qui est un acquis de taille. Et deuxièmement, nous travaillons depuis très longtemps sans pour autant avoir des contrats qui nous permettent d'être en contact avec les banques pour au moins avoir des crédits pour renouveler notre parc. Aujourd'hui, ces choses faites. Il a donné des instructions à Madame le ministre d'État que nous remercions au passage pour son engouement, sa détermination dans le travail qu'on lui a confié. Et je pense que si on a un contrat, si on intègre la sous-procède, si on prend en compte l'ensemble du matériel dont nous disposons et qui fait un total de plus de 40 milliards, je crois que le problème des concessionnaires aujourd'hui au Sénégal est réglé. Et nous avons pris l'engagement devant lui de l'accompagner dans le sens de nettoyer Dakar, parce qu'il n'a pas compris pourquoi tous les pays du monde sont propres alors que le Sénégal ne doit pas être propre. C'est un engagement solennel que nous avons pris devant lui et nous allons le respecter. Cheval, par rapport à l'usine de montage des camions. Oui, je pense que c'est une première et c'est très important. Parce que souvent, nous avions l'habitude d'aller acheter nos véhicules en Europe pour satisfaire la demande de collecte au niveau des engagements que nous avons avec l'État. Mais monter une usine de montage ici, ensuite monter une société à laquelle nous serons majoritaires, je crois que c'est une innovation de taille. Maintenant, ce qu'il y a, le plus important à mon avis, c'est comme ce qu'il a dit, que en fait, les gens qui vont venir investir, monter des usines un peu partout dans le pays, ils vont exploiter pour 2 ans et après, ils vont rétrocéder au privé sénégalais. Je crois que c'est cette rétrocession-là qui est importante. À mon avis, ça veut dire quoi, finalement, au finish? Que les ordures vont devenir une utilité pour le Sénégal. On va ramasser, collecter, le pays sera propre et on va utiliser les ordures comme étant de l'engrais qu'on va utiliser dans nos champs, parce que vous savez que le président a un très grand projet pour l'alimentation, a un grand projet agricole qui s'appelle Goana. Donc je pense que de manière en amont et en aval, nous sommes en train avec lui de régler l'ensemble des difficultés dont le pays est confronté, aussi bien en matière de nettoiement, mais qu'en matière effectivement d'autosuffisance alimentaire. Ahmed Falbraya au micro de Alassane Sissé. Remise de diplôme à la promotion 2011 du Centre de formation judiciaire. La cérémonie s'est déroulée à la salle des banquets ce mardi sous la présidence du chef de l'État. Thème retenu cette année, protection des droits économiques, sociaux et culturels. Hadisek. Ils sont 66 nouveaux magistrats à recevoir le parchemin des mains du président de la République après une formation de 24 mois au centre de formation judiciaire. Une promotion qui a comparé Ibrahim Boy, un haut magistrat dont la carrière a été offerte en exemple. Cette année, la réflexion portait sur les droits économiques, sociaux et culturels en acronyme DESC. La controverse autour de la justiciabilité des DESC était donc posée.
et le directeur du Centre de formation judiciaire de s'appesantir dans son adresse sur la politique du Sénégal dans ce sens et les cas notés hors de chez nous. La source de ces droits réside dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, marquée du sceau de l'égalité de tous les droits y proclamés, de leur indivisibilité, de leur universalité, de leur égalité, de leur inaliénabilité et de leur interdépendance. Pourtant, de par la nature et la typologie des droits proclamés, un certain clivage a été introduit dans le texte distinguant de véritables droits traduits en prérogatives juridiquement protégées et donnant droit d'ester en justice, conférés aux droits civils, civiques et politiques, d'autres droits dits de seconde génération qui ne seraient que de simples aspirations qualifiées de simples droits de créance qui ne reposent que sur une obligation de moyens à laquelle l'État ne s'engage qu'à les fixer comme objectif de politique générale. Vous l'avez bien compris, Monsieur le Président de la République, car la Constitution de 2001 consacre expressément les droits économiques, sociaux et culturels au rang des normes suprêmes. Ainsi, au début du siècle nouveau, le Sénégal démontrait à la face du monde, par cette consécration, la volonté politique de son gouvernement de s'inscrire dans la dynamique des objectifs du millénaire pour le développement. Certes, pour en garantir l'effectivité, il appartient aux États d'agir au maximum de leurs ressources disponibles en vue d'assurer progressivement l'exercice plein et entier des droits reconnus par le pacte, notamment par l'adoption de mesures législatives permettant de protéger ces droits et de sanctionner leurs violations. Des exemples éloquents existent en jurisprudence. Au plan régional, la Commission africaine des droits de l'homme, saisie par voie de plaintes individuelles, a rendu contre le Nigeria une décision pour assurer la protection du droit au logement et à la nourriture du peuple ogoni. Dans le même sillage, la Cour interconstitutionnelle de la province de Cape Town, en Afrique du Sud, dans l'affaire Godboom, a, suivant décision du 4 octobre 2000, ordonné aux autorités municipales de Stanberg de fournir à Mme Irène Godboom et autres, dont des enfants vivant depuis 7 ans dans une précarité déplorable, des conditions de logement minimales suite à un ordre d'expulsion qui les avait obligés de se réfugier sur un terrain de sport sans aucune protection contre l'hiver. Saisissant la balle au rebond, le président de la République a convoqué notre Constitution et rappelé l'engagement du gouvernement du Sénégal à respecter ses droits. Monsieur le directeur, M. Diakhaté, je vous ai bien écouté et je pense que vous avez mis le doigt sur un problème qui a été en partie résolu par la Constitution du Sénégal. Dans la rédaction de la Constitution, nous avons tenu à énoncer parmi les droits, par exemple, le droit à l'éducation. Et cela voudrait dire que l'État a l'obligation de pourvoir les prestations d'éducation à tous les citoyens. En fait, l'État, vous l'avez dit, doit faire tout son possible dans la mesure de ses ressources disponibles pour prendre sans délai des mesures législatives, administratives, réglementaires, politiques et économiques, sociales et éducatives nécessaires pour garantir ces droits à tous les segments de la population, notamment à ses couches les plus pauvres. C'est conscient de cette nécessité que, dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai élevé à la dignité constitutionnelle les droits économiques, sociaux et culturels. La Constitution de janvier 2001 dispose en effet en son article 8 que la République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux, ainsi que les droits collectifs. Peut-être qu'on pourrait intégrer la notion de droit au développement dans ces droits collectifs. Il s'agira d'un signal fort que j'ai voulu donner
à l'endroit de nos concitoyens et de nos partenaires sur l'ancrage de notre État à la démocratie et au respect des droits humains. Il n'est pour s'en convaincre que de considérer que le Sénégal attribue 10% du budget national à la santé, 40% au secteur de l'éducation nationale. Déséquilibré, me dira-t-on, mais déséquilibré, non. Parce que, moi, par exemple, le développement parle de déséquilibre qu'on cherche à rattraper, ce qui assure ce qu'on appelle le déséquilibre dynamique. Au plan programmatique, vous l'avez évoqué, monsieur le directeur, diverses stratégies sont déployées en direction des couches vulnérables et du monde rural. Là encore, il n'est que de citer le plan Sésame, mise en place pour la gratuité des soins de santé aux personnes que nous appelons les anciens, aux âgés de plus de 60 ans, la grande offensive pour l'agriculture, la nourriture et l'abondance, la Guana, le renforcement de la lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile que nous assurons grâce au Badianougor et surtout en zone rurale, l'accessibilité, voire la gratuité des médicaments antirétroviraux pour les personnes affectées ou infectées par le VIH-Sida, sans compter notre ambitieux programme visant à octroyer à chaque famille un toit, notamment celles victimes des inondations dans le cadre du plan Derail, l'adoption de la loi pour la promotion des personnes handicapées, le programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire, le PEPAM, pour le respect du droit à l'eau, pour l'accès à une eau salubre. Monsieur le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, je saisis cette occasion pour vous adresser mes chaleureuses félicitations en y associant le conseil de direction, la direction et le personnel du centre de formation judiciaire pour avoir donné à cette institution un rayonnement international. Toujours dans son allocution, le président de la République a rendu un vibrant hommage au parrain, le magistrat Ibrahim Boye, dont les qualités de juge et le riche parcours ont été salués. S'adressant aux récipiendaires, le chef de l'État demande de consolider la justice et comme il est d'usage dans de pareilles cérémonies, cette photo de famille a été la note finale. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères sur la situation nationale, Maître Madi Kenya s'est voulu clair. Le gouvernement veillera au respect de la décision du Conseil constitutionnel. Le responsable de la diplomatie sénégalaise de rappeler que le Sénégal est un pays souverain. Maître Madi Kenya était face à la presse ce matin. C'est un compte-rendu de Oreïtiam. Cette conférence de presse très attendue par la communauté nationale et internationale a été une occasion pour Maître Madi Kenya de délivrer de manière nette et précise la position du gouvernement. Après avoir déploré les pertes en vies humaines, le gouvernement reste intransigeant quant au respect de la décision du Conseil constitutionnel. Le gouvernement, fidèle aux principes qui gouvernent la République, veillera à ce que la décision du Conseil constitutionnel du 29 janvier 2012 soit scrupuleusement respectée par tous les acteurs politiques et prendra toutes les dispositions requises pour l'organisation d'élections libres et transparentes. En effet, le gouvernement du Sénégal ne ménagera aucun effort pour que l'élection présidentielle du 26 février 2012 soit à la fois libre, démocratique, transparente et crédible. Toutefois, le gouvernement constate que certains candidats et une partie de l'opposition ont choisi de s'engager dans des actes de violence pouvant remettre en cause la paix civile tout en déstabilisant les institutions de la République. Face à cette attitude antidémocratique, le gouvernement invite tous les acteurs au respect de l'état de droit et à la défense des principes
qui sous-tendent les fondements de la République. Le ministre des Affaires étrangères a laissé entendre que le Sénégal était disposé à accueillir tout observateur de la communauté internationale pour superviser le processus électoral. Maître Madické Niang a également précisé que la bataille électorale ne se menait pas à l'extérieur et que l'impression de certains pays n'influait en aucune manière sur le vote des Sénégalais. Je voudrais aussi souligner que le Sénégal est un pays souverain et que les Sénégalais sont des hommes et des femmes qui, à chaque instant, ont apporté la preuve qu'ils sont habités par une grande maturité. On ne vote pas parce que simplement tel pays ou tel grand pays aurait une impression négative sur tel ou tel candidat. Ce sont les Sénégalais qui, de manière souveraine, libre et transparente, vont élire leur président. L'attitude la plus acceptable, c'est de dire à tous les acteurs de s'engager dans un processus électoral libre et qui permet à ce que les Sénégalais puissent se prononcer dans un climat apaisé. Selon le ministre des Affaires étrangères, le gouvernement du Sénégal ne compte pas bâillonner les libertés et que le processus électoral ne va souffrir d'aucune irrégularité. Pour lui, la transparence électorale reste le maître mot pour le gouvernement du Sénégal. Je donne à présent lecture de ce communiqué du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a constaté pour le déplorer que depuis quelques jours, certains organes de la place de la communication donc diffusent et souvent en boucle des images particulièrement violentes, qu'il s'agisse de blessures de sang ou d'une manière générale de personnes en situation de détresse exacerbée. Ces organes ont certes un devoir d'informer, tout comme le public a droit à l'information, mais le fait de mettre systématiquement en exergue ces images insoutenables et susceptibles de traumatiser durablement des couches vulnérables de la société constitue des dérives graves. Le CNRA, dont la mission est entre autres de veiller à la protection de ces publics sensibles, demande l'arrêt de la mise en exergue systématique de telles images. En tout état de cause, l'organe de régulation de l'audiovisuel veillera à l'application stricte des dispositions pertinentes des lois et règlements en la matière. Le président de l'Assemblée nationale a été reçu par le Khalife général des Tidjanes. Mamadou Seck était à Tivaouane pour apporter le soutien de l'institution parlementaire pour le Gamou, prétexte pour le porte-parole du calife de demander aux forces vives d'œuvrer pour la paix et la concorde nationale, en référence donc au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à qui la nuit du Maouloud est dédiée. C'est un reportage de Cherfal. L'Assemblée nationale, dans toutes ses composantes, fut à Tivaouane reçue dans une ambiance faite de chaleur fraternelle. Le Khalife général des Tidjanes est ici avec son porte-parole recevant le président Mamadou Seck. Une visite qui respecte une tradition d'avant Maouloud. Solliciter des prières pour un Sénégal de paix et stable, l'objet de cette visite ziara a été ainsi expliqué par le porte-parole de la forte délégation de l'Assemblée nationale. Le député Aliou Dia a mis l'accent sur la dimension de Serigne Mohamedou Mansour Sy qui marche avec foi et bonheur sur les traces de son grand-père Maodo. Le président de l'Assemblée nationale, satisfait de cet accueil, a dit toute sa considération. Nous sommes venus solliciter les prières du Khalife général, les prières de toute la famille. Nous sommes au mois du Maouloud, le mois saint parmi les mois, et nous pensons que par la grâce de Dieu et leur prière, la paix, le calme prévaudront dans notre pays. Auparavant, le porte-parole du Khalife a remercié l'Assemblée nationale pour cette forte mobilisation. Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin a qualifié cette démarche de haute portée qui va droit au cœur du Khalife.
Il a demandé à la délégation de faire preuve de patience, de tolérance et de compréhension, mais aussi et surtout de ne jamais répondre aux provocations. Et le Mawlid 2012 doit être l'occasion de prières et de démarches de paix en respect au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La référence Serigne Mbaye Sy Mansour a ainsi prié les Sénégalais de faire preuve de patience. C'est une nouvelle page qui vient de s'écrire en termes de mobilité dans la région de Dakar. La traversée de Rufisque, devenue infernale depuis de longues années, pourrait ne plus charrier la souffrance pour les usagers de la route. La voie de connectivité au péage qui contourne Rufisque et Bargny abolit les goulots d'étranglement et réduit les temps sur le trajet. C'est un reportage de Hassan Gueye. Serait-on de plein pied dans le printemps des infrastructures routières au Sénégal? Il va de soi en tout cas qu'elles poussent comme des champignons. La voie de connectivité à l'autoroute au péage s'ajoute au plus récent tapis de bitume dédié exclusivement à l'amélioration de la mobilité. Le contournement de Rufisque et Bargny fait se tourner la page de la fatalité. À chaque hivernage, la route était impraticable. Personne ne passait. On a fait des caniveaux de part et d'autre, de telle sorte que les eaux des riverains vont passer par les amorces, tomber sur la route et rentrer dans les caniveaux. L'État, vu le trafic au niveau de Rufisque, a engagé la politique dite de contournement de Rufisque et Bargny. Tout le monde sait que traverser Rufisque, c'est difficile et infernal pour toute la population sénégalaise. Communément appelé cette place, ce véhicule de transport immatriculé à Louga fut le tout premier à l'emprunter après l'ouverture à la circulation en début d'après-midi ce mardi. ndax ñun dañu doon génne pompier ñu jëm ci Tingeej dañu ko def ay juróom-ñaari waxtu yooyu dañu ko def ci yoon bi billahi wallahi maa ngi dëkk ba Louga yoon bi ñu doon jaay côté Rufisque bi dafa xatoon danañ fa yàgg am fa une heure de temps duñ mën a dem kontaan nañ trop. yoon moom kontaan naa ci sama xol sedd na ci parce que sama yoon gaawal na sama yoon daal du moroomu jaar Tëngéej sax. non digg benn fii moo gën a gaaw moo gën a wóor et sant yàlla daal lii kañ yàlla yokk. Ça me fait un très grand plaisir parce que nous ñoo fi jëkkee jaar dañu vraiment satisfaction bu mag laa am compte tenu de ce que j'ai vu. Franchement, je suis très satisfait. Les défenseurs des intérêts des conducteurs et des transporteurs ne font pas la fine bouche. Ils vont gagner sur toute la ligne. Rien que le tronçon qui a été ouvert entre Pikine et Dakar nous rapporte aujourd'hui quelque chose de très considérable. Si aujourd'hui on parvient à inaugurer ce tronçon-là, vraiment c'est une grande satisfaction pour les transporteurs, c'est une grande satisfaction pour les opérateurs, c'est une grande satisfaction pour toutes les populations de Dakar. On avait des problèmes à Rufisque. Aujourd'hui, si une partie alors des véhicules puissent quitter Rufisque et passer par l'autre à péage, ça sera au ouf de soulagement. Parce qu'on perdait beaucoup de temps, on perdait beaucoup de carburant. Le temps d'en finir avec les travaux de l'autoroute entre l'échangeur de la Zakmbao et Diamniadio, la phase de l'ouverture reste transitoire, au même titre que la gratuité et l'application du péage. Ici, on a adopté une phase transitoire qui va servir de test pour que le contournement puisse se faire d'une manière gratuite dans un premier temps, d'ici avril, le temps que les usagers s'habituent. Toutefois, des mesures de restriction et de limitation de vitesse ont été mises en place. Cette ouverture est possible, mais avec quelques mesures de restriction, à savoir donc des interdictions, notamment l'interdiction aux poids lourds, aux camions et aux bus, le gros bus par exemple. Et là aussi, c'est interdit. Il est interdit de stationner donc sur cette partie autoroutière. C'est pourquoi nous avons donc fait ces mesures restrictives pour permettre quand même d'équilibrer un peu la circulation aussi bien sur la route nationale que sur ce contournement que je viens de vous décrire. Traversé par deux passages à niveau, le contournement allant du giratoire du Cap des Biches à Diamniadio n'en sera pas moins sécurisé. Qu'on l'ouvre aujourd'hui ne peut pas être fortuit.
Le Gamou est un événement important, vous savez, pour les usagers, parce qu'on a constaté que pour ces événements religieux, le volume de trafic est multiplié par 3, puisqu'il y a effectivement beaucoup de départs pour Tivaouane. Nous venons de faire le trajet, vous avez vu qu'on a mis à peu près 15 à 20 minutes pour faire le tronçon entre le rond-point du Cap des Biches et Diamniadio. On aurait pris la nationale, je suis sûr qu'on aurait fait 1h30 facilement. Le baobab qu'on déracine, c'est le commentaire qui est collé à la fin des engorgements à Rufisque. La fin tout simplement d'une époque. Reportage signé Hassan Gueye. L'armée sénégalaise a organisé ce matin un panel sur le thème « Les relations entre les armées et les médias au Sénégal ». Occasion pour les deux parties d'échanger sur les difficultés de la diffusion de l'information dans l'armée. L'enjeu est d'arriver à une meilleure collaboration. Claire Diop. Les relations entre armée et médias au Sénégal, le sujet au cœur des échanges entre les hautes autorités de défense nationale et les professionnels de la communication. Ces deux entités importantes dans la vie d'une nation entretiennent des relations parfois heurtées, à la base une différence de stratégie. La presse veut tout savoir tout de suite et l'armée a besoin du temps de l'action, de la réflexion, et c'est un temps qui est beaucoup plus long que l'instantanéité qui caractérise la collecte et le traitement de l'information qui porte sur l'actualité. Nous avons nos impatiences, ils ont leur rigueur d'attente, et je pense qu'il faut trouver à articuler les deux pour faire en sorte que, comme j'ai dit, ce compagnonnage nécessaire non seulement se poursuive, mais se renforce dans ses modalités. Pour la première fois, la question est discutée par les acteurs autour de la table. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, les choses ont changé. Tout à l'heure, quelqu'un a dit l'armée, c'est la grande muette. Ben, il s'est posé la question, un ancien chef de la major d'ailleurs, c'est peut-être que l'armée est silencieuse. Mais je pense que cela est une grande occasion pour justement éviter, pour détruire cette barrière de manque de confiance qui existe entre l'armée et la presse. Parce que autant on associe les journalistes à la chose du pays, autant les journalistes joueront leur rôle de manière convenable. Au-delà des manquements de la communication de l'armée, le manque de formation de quelques journalistes est noté également. Cela a pour conséquence la non-fiabilité de certaines informations diffusées par la presse. Mais moi, je puis vous affirmer qu'il n'y a aucun problème de paiement de primes au niveau de l'armée du Sénégal ces dernières années. Malgré toutes ces difficultés, l'armée reste ouverte et disponible pour la presse. Les médias ont pour rôle de véhiculer l'information, si possible en temps réel, au profit d'une opinion publique qui, à défaut d'obtenir la bonne information, peut laisser libre cours à des rumeurs préjudiciables aux armées et à l'État. C'est dire que la problématique que posent les relations complexes entre les médias et les armées gravite essentiellement autour de l'enjeu que constitue la gestion et le traitement de l'information. Cette première conférence entre dans le cadre d'une série d'échanges et de formations entre armées et médias au profit des cadres. L'objectif est d'instaurer un climat de confiance entre les deux parties. Nous en venons à l'actualité internationale. Sur le continent, les travailleurs chinois sont les cibles de certains groupes rebelles. Au Soudan et en Égypte, ils sont devenus des monnaies de négociation. Une délégation du ministère chinois des Affaires étrangères est arrivée hier à Khartoum. La priorité pour ces 6 hommes, la libération de 29 travailleurs chinois otages d'une rébellion au Kordofan Sud. Nous avons pris des mesures d'urgence et nous essayons ensemble avec le gouvernement soudanais d'aider à la libération et à la protection des travailleurs chinois. Les rebelles du SPLM Nord confirment la détention de ces travailleurs chinois passés sous leur contrôle après une attaque contre les forces de Khartoum. Ils seraient en sécurité, aucune revendication officielle n'a été communiquée. 17 autres travailleurs de la même entreprise de travaux publics ont été évacués sur la capitale par l'armée soudanaise. En Égypte, scénario identique mardi dans le Sinaï.
Cette fois, ce sont des Bédouins qui ont pris en otage 25 salariés chinois d'une cimenterie. Les ravisseurs exigeaient la libération de 5 des leurs, emprisonnés suite à des attentats terroristes entre 2004 et 2006 dans des zones touristiques. Mercredi, Pékin et Le Caire annonçaient la libération des travailleurs chinois sans autre précision. Ces affaires simultanées soulignent le rôle de la Chine, devenue premier partenaire commercial du continent africain. Une place qui fait des travailleurs chinois un moyen de pression pour tous les mouvements en opposition avec les gouvernements en place. Après avoir été victimes d'une escroquerie, les chauffeurs et propriétaires de taxis du GIE Bok Gum Gum ont reçu les clés de leur voiture grâce au soutien et à la générosité du chef de l'État. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée ce lundi au Palais de la République, Khalisek. Cette remise de clés à ces chauffeurs de taxi est le résultat de l'assistance et du soutien agissant et appuyé que le président de la République a apporté à ses pères de famille. Des pères de famille qui avaient versé leur argent à des privés indélicats n'avaient jamais reçu les clés de leur taxi comme convenu. Maître Abdoulaye Wade s'était saisi de la question et ces chauffeurs de taxi ont aujourd'hui retrouvé le sourire. Vraiment, je n'ai pas les mots et les termes pour lui exprimer notre très profonde gratitude. Cela montre une fois de plus que c'est un président qui a un cœur philanthrope. Il pouvait être resté sourd à nos revendications, car nous avions affaire à une société privée qui, après qu'ils ont entendu le président dire, exprimer le vœu de renouveler le parc des taxis roulants à Dakar, ils ont exploiter cette idée pour nous arnaquer. Le président, grâce à sa bienveillance, a voulu nous aider, nous en tant que d'honnêtes citoyens sénégalais qui avions à l'avance tout perdu. Nos enfants ont été exclus de leurs écoles, des familles ont été disloqués. C'était une véritable traversée du désert. Nous avions perdu notre dignité, car la dignité de l'individu n'est que son outil de travail. Aujourd'hui, nous avons retrouvé cette dignité que nous avions perdue, grâce toujours à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a une fois de plus montré aux yeux des Sénégalais et du monde entier que c'est un vrai patriarche. Les remerciements que je voulais formuler à son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a pas de limite. Je veux une fois dire, une fois de plus, que nous nous sommes redevables pour toute notre vie. Parce que nous étions pointés du doigt au niveau de nos quartiers respectifs. Nos enfants ont été marginalisés dans ces mêmes quartiers. Aujourd'hui, nos enfants et nos familles respectives vont retrouver le sourire grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette situation a connu un dénouement heureux grâce à la générosité du Président de la République et cette coopération efficiente des Sénilans Auto. Le directeur général de cette société réaffirme ici ce partenariat. Those taxis which you see today, taxis que vous voyez they are a part of the project du projet that you are always have the ambition que vous avez toujours supporté that each driver or chauffeur in Senegal que chaque Sénégalais soit propriétaire de son propre véhicule. We work in that direction. Nous avons toujours travaillé dans cette direction. And it is very important to thank Madam Minister de remercier Madame le ministre des Transports pour toute l'assistance et le support. And I would like to mention that the aim of our project je voudrais aussi mentionner que le but de ce projet to create jobs, est de créer des emplois, to transfer technology, de transférer la technologie, also to use Senegal as a platform et utiliser le Sénégal comme une plateforme de production automobile vers la sous-région.
Your Excellency, I would like to thank you for all your support. Je voudrais vous remercier pour votre support. We are very proud of you. Nous sommes très fiers de vous. And we wish you the best. Et nous vous souhaitons le meilleur. Le président de la République a lui réitéré son soutien à ses chauffeurs de taxi qui, selon Maître Abdoulaye Wade, ont été victimes d'une escroquerie. On était parti sur le principe que quelqu'un qui a une voiture, il doit être en mesure d'en payer le prix. Et que même si vous ne pouvez pas payer cash, vous devez obtenir des facilités pour pouvoir vous en acquitter. Donc vous avez entamé vous-même cette opération avec une ou plusieurs sociétés privées qui ont encaissé votre argent et ils ont disparu. Voilà la situation. Je ne pouvais pas vous laisser dans cette situation. Vous avez été victime d'une véritable escroquerie. C'est pour ça que j'ai pris la décision non seulement de vous assister pour la somme que vous devez mettre au départ, mais même vous assister pour que vous ayez des mensualités que vous pouvez supporter. Pour ce qui est des taxis, c'est le premier contact. Quand un étranger arrive dans un pays, c'est son premier contact. Il sort de l'aéroport, il est taxi. Donc il faut que cela laisse une belle image de notre pays. C'est pourquoi on vous a dit, mais je peux vous dire une chose, hein, c'est que s'il y a le moindre problème, il faut me le dire. On est toujours derrière vous, on vous aide pour avancer. Mais s'il y a des difficultés, c'est pas la peine de... Vous me le dites, nous savons ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Vous me le dites. Une injustice a été donc corrigée. Le sourire radieux de ces chauffeurs de taxi et leurs applaudissements nourris ont bien accompagné ces premiers coups d'accélération. Parlons également de cette cérémonie de remise de véhicules à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, des voitures commandées par le service administratif de l'UGB à l'entreprise MacForce, occasion saisie par le directeur des ventes de la société pour remettre 300 ballons de foot aux étudiants de l'UGB, Tchouroudia. Merci encore et soyez assurés que l'université entrera en bon usage. 6 véhicules de marque Hyundai Elantra nouveau modèle 2012 ont été livrés à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, un marché de l'UGB gagné par MacForce suite à un appel d'offres. C'est un événement important. D'abord, la livraison des voitures rentre dans une commande de 23 véhicules chargés à la fois de combler le déficit de transport de personnel, d'étudiants et d'enseignants et de transport pédagogique, mais aussi de mettre les personnels administratifs et les autorités de l'université dans des conditions de travail idoines. Lors de la livraison de ce lot de matériel roulant, le directeur des ventes de MacForce a offert 300 ballons aux étudiants de l'UGB. Et tout s'est très bien passé. Et ce que je voulais dire, c'est de réaffirmer la détermination et l'engagement de MacForce de soutenir l'Université Gaston Berger sur toutes ses actions pour pouvoir être derrière lui. Nous n'allons pas nous limiter à la livraison des véhicules. Nous allons aider l'université pour le développement du service après-vente parce que MacForce est déjà présent au niveau de la région de Saint-Louis. Nous avons une antenne pour aider toutes les sociétés qui nous font confiance, pour le soutenir, pour développer le service après-vente, pour que le matériel qu'ils achètent puisse être utilisé aussi longtemps que possible. Le partenariat entre MacForce et l'université Gaston Berger de Saint-Louis va se poursuivre. D'ailleurs, l'UGB a déjà commandé 2 autres minibus à l'entreprise MacForce. Ils seront livrés dans quelques mois. Ils ont quitté Dakar il y a 10 jours avec la ferme détermination de remporter la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Lions donc sont revenus de Bata sans gloire ni honneur. Bref, une campagne zéro à l'accueil. Ce n'était pas sûrement la mobilisation des grands jours chez le 12e Gaïdé, mais l'espoir est là chez quelques supporters, n'est-ce pas, Seydina Ludjigo? Dans le brouhaha général de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, discussion entre supporters. On parle sans arrêt de ce qui est convenu d'appeler la débâcle de Bata. 3 matchs, 3 défaites, la pilule passe mal certes pour certains, elle est déjà gobée.
man bu ma découragé xanaa ma génn àdduna mooy tax ma découragé waaye jamais découragé. Mais l'essentiel, donner la sac à Amara. Quoi qu'on dise, il a apporté l'équipe nationale. Ce n'est pas facile au début. En clair, il ne faut surtout pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mais ce sont le coach Amara le sait et est loin de faire l'unanimité. À son arrivée, le technicien est hué. Pas de quoi le déstabiliser. C'est la première fois que le Sénégal revient d'une CAN avec 3 défaites. Est-ce que vous comprenez ceux-là qui pensent qu'on doit faire table rase? Il y avait une première, c'est la première fois qu'on se qualifie sans défaite. Il y a aussi une première, c'est la première fois qu'on ait fait une CAN sans victoire. Et j'ai dit, je ne suis pas d'accord de faire table rase. Principaux acteurs, les joueurs ne sont pas tous là. Certains ont relié directement leur club. Les présents mesurent la déception du peuple. On sait parce qu'on sait que c'est pas facile pour eux parce que quand on partait, eux ils nous ont laissé, voilà, ils avaient des ambitions comme nous. Maintenant, je dis quoi, c'est une déception pour tout le peuple sénégalais. Maintenant, on ne sait pas. Si on pouvait l'expliquer, on l'explique quoi. Ça n'a rien parlé maintenant. On va aller se reposer, puis de travailler, et puis de bien préparer la suite, c'est important. Le 12e Guinée est partagé entre amertume et espoir. Espoir d'un lendemain meilleur pour le football sénégalais. Pourquoi pas gagner la CAN 2013? Après tout, quand on a touché le fond, on peut se permettre de rêver. Voilà, la dernière ligne droite de cette édition est consacrée aux préparatifs du Mawlud 2012. Parlons d'abord de la 102e édition du Gamou de Pal. C'est dans la région de Saint-Louis. Pal, foyer religieux fondé par El Hadj Rawane Ngom, prépare activement la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette année, les petits-fils et disciples d'El Hadj Rawane Ngom veulent célébrer le Mawlud sous le sceau de la paix et de la concorde nationale. Fanta Badji. Depuis 1910, Pal est le lieu où convergent chaque année des milliers de fidèles pour commémorer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le Mawlud, célébré pour la première fois dans ce foyer religieux par El Hadj Rawane Ngom, est un moment de grand rassemblement pour les disciples du premier calife de Pal. Ami d'enfance et prestigieux disciple de Seydi Hadj Malick Sy, El Hadj Rawane Ngom est le représentant du Saint-Homme dans le Gandiol où il compte des milliers de talibés. Après sa disparition en 1955, ses fils et petits-fils veulent perpétuer son œuvre. Le Gamou à Pal connaît chaque année un grand succès. Le Gamou, à l'instar des familles religieuses, est organisé cette année aussi à Pal. Donc cet appel s'adresse à tous pour que cette manifestation longuement célébrée ici puisse connaître ses réussites d'antan. Le calife n'a lésiné sur aucun moyen pour que la manifestation se passe dans les règles de l'art. C'est pourquoi aujourd'hui, devant lui, à côté de lui, prêt à l'épauler sur toutes les circonstances, nous voilà réunis devant lui pour que, en Pal, le Gamou puisse se célébrer de la plus belle des manières. Toute la famille d'El Hadj Rawane Ngom et des disciples se réunissent habituellement autour de l'actuel calife, son petit-fils qui porte d'ailleurs son nom, El Hadj Rawane Ngom. C'est pour planifier et bien préparer le Mawlud qui sera célébré sous le signe de la paix. On lance un appel encore une fois solennel pour que le pays reste en paix, dans le calme. Parce que rien ne peut se faire sans le calme, sans la paix des cœurs. Le calife ici présent a insisté pour que cet appel-là puisse être lancé au niveau national et au niveau international parce que le prophète Mohammed vaut plus que cela. Mam Cheikh Seydi El Hadji Rawane vaut plus que là. Encore plus Mam Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy. Donc, on réitère cet appel à l'instar de toutes les familles religieuses du Sénégal. La ferveur religieuse s'est déjà installée à Pal avec les zikars et autres wazifas des talibés. En compagnie du calife, les disciples ont démarré en même temps que Tivaouane, le bourde.
En Tabadji, le Jawatul Kamal, appelé Perle de la perfection, est une salatul ala nabi, une prière sur le prophète, paix et salut sur lui, à la fois simple et complexe. Le Jawatul Kamal est plein de symboles et de bienfaits. Explication Penambo. Le texte de Jawatul Kamal, où parle de la perfection, renvoie à des sphères célestes, à la dimension de Dieu et à la personnalité de son envoyé, le prophète, paix et salut sur lui. Cette salatu ala nabi, prière sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est à la fois simple et complexe. C'est une salatu ala nabi à part entière, mais aussi entièrement à part. Car cette perle-là constitue, avec la salatul fatihi, avec la Yaqutat al-Haqa'iqi et la Fatihatul Kitab Biniyat al-Ism, l'un des joyaux exclusifs à la voie spirituelle, mystique, soufi du Cheikh Ahmed Tijani Sherif radiallahu ta'ala anhu, qu'il a hérité du prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Jawatul Kamal est aussi un pilier de l'une des 3 oraisons obligatoires à réciter quotidiennement par le fidèle Tidjan. Pilier également de la Wazifa, le Jawatul Kamal est, selon les dires de Cheikh Ahmad Tijan Sherif, le portrait de Sayyidina Mohamed, paix et salut sur lui, c'est plutôt son code d'accès. C'est-à-dire donc le prophète le plus accompli, car lorsqu'on lui a demandé d'où te vient, d'où te provient la Jawharatul Kamal, il a répondu en arabe min imla'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que je l'ai reçu sous la dictée du sceau de la prophétie lui-même. Donc je vous dirais que la Jawharatul Kamal, par ailleurs, est composée de 3 paragraphes et il serait complexe, je vous avais dit tantôt, de s'aventurer à une traduction de cette salatu ala nabi, dans la mesure où les saints de cette voie confrérique-là disent que plus l'être accède aux stations, aux échelons spirituels élevés, et mieux sa compréhension de cette Jawharatul Kamal-là est. Cette liturgie puise sa source dans l'essence même de la confrérie tidjane, laquelle a été tracée par le prophète. Le Jawatul Kamal est plein de symboles et de bienfaits. Le fait de savoir que cette prière a été insufflée, a été dictée par le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est suffisant pour connaître l'étendue des bienfaits de cette prière. Dans l'attente du Mawloud, les séances de bourde continuent de rythmer la capitale du tidjanisme. C'est le calife général des Tidjanes en personne qui dirige ses prières au 6e jour de ce rite instauré par El Hadj Malick Sy. Cheikh Fall nous fait découvrir le Dara Inoura, où les éloges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il est chanté à la fin de chaque séance pour accompagner le calife à son domicile conformément aux recommandations de Maodo. Le calife général des Tidjanes, Serigne Mohamedou Mansour Sy, termine ici la 6e lecture du Bourd. Doudou Kendembay entonne l'incantation du Dara Inoura. ففي حال إيلاد وفي حال نشأة فلما انتهى بأسا أمد بجرأة أذل رقاب المشركين بوقت طلوعهم من ذريعة ليس تدعو. Cette évocation qui chauffe et enflamme la foi des fidèles accompagne le calife général des Tidjanes après chaque séance de la Bourda. Tout un historique autour d'un chant qui fait les éloges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est un poème qui résume cette prière-là, que nos péchés soient absous par le Tout-Puissant, mais par l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dara Inoura, cela veut dire nos péchés, nos offenses. Donc le diminutif, c'est-à-dire Dara. C'est comme ça qu'il appelle les gens. Brom Daraï, qui anime ces séances depuis l'ouverture du Bourd, se dirige vers son véhicule, accompagné de son porte-parole. Nous sommes à la fin de la clôture du 6e chapitre de l'œuvre de Boucherie. Prière pour que la paix règne sur l'humanité, pour parler du contenu du Dara Inoura.
parle de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le Khilas Zahab, c'est-à-dire Lord Dekanté, qu'il a écrit sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais chaque nuit, après la récitation d'un chapitre de la Bourda, on chante le Djara, et en accompagnant le prof Sidi Hadji Maliki, il y a Mamoussé Ale, grand-père d'Abdul Aziz, qui faisait ça. Il y a aussi Baye Dondembe qui faisait ça pour Seigne Baba Kersi. Et actuellement, on le fait avec le Khalif général des Tidjane, et Abdul Aziz et les autres le font avec Seigne Bey Mansour et les autres, en les accompagnant jusqu'à leur demeure. Le Djara Iruna est donc une tradition bien établie, qui est la synthèse de toutes ces prières, une sorte de prière à la gloire de Seydina Mohamed. Ainsi, le volet Seydi Hadji Malick Sy, et aujourd'hui, Doudou Kendembaye s'acquitte de cette mission à la satisfaction du Khalif général des Tidjanes et de son porte-parole, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin. À présent, zoom sur le lycée Ahmadou Ndak Seck de Thiès, du nom du fondateur de Thiénaba, une histoire d'amour entre les élèves de l'établissement et la famille du parrain, Ibrahim Andal. Situé à la sortie de Thiès, le lycée Ahmadou Ndak Seck s'étend sur une superficie de 3 hectares. Construit en 2002, c'est en 2007 qu'il sera baptisé du nom du fondateur de Thiénaba. Depuis lors, c'est le grand amour entre le lycée et la famille religieuse du parrain. Les relations ont eu à connaître vraiment une redynamisation, principalement sous le nouveau calife actuel, donc à savoir Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck. C'est ainsi que c'est des relations multidimensionnelles dans la mesure où à maintes reprises le calife a eu à appuyer le lycée. Ici, les élèves s'identifient au modèle que constitue Serigne Thiénaba Ahmadou Ndak Seck. Ses enseignements et ses recommandations sont tout aussi respectés. Notre parrain nous a enseigné beaucoup de choses. Permettez-moi de vous le dire en arabe. Il nous a appris la loi, qui signifie l'apprentissage, être dévoué à ses études. Il nous a enseigné Alba, qui est tout simplement la signification de la rigueur dans l'enseignement scolaire et aussi dans l'écoute de nos professeurs. Et aussi il nous a enseigné Allahu Akbar, qui est tout simplement la dévotion à notre religion. Et nous pouvons dire que tout simplement c'est un guide qui a été très fondamental. Les gens disent que le lycée Ahmadou Ndak Seck, il y a une sorte de puissance qui le suit. Là où est-ce que n'importe où nous allons. Et je peux dire que tout simplement cela est dû à la présence spirituelle de notre parrain. Prévu pour moins de 800 places, le lycée accueille aujourd'hui plus de 3000 élèves. Une situation qui ne laisse pas indifférent le personnel administratif. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est l'évolution rapide des effectifs. Ainsi de 750 élèves à 2002, aujourd'hui, les effectifs sont à 3215 élèves. Le cadre est enchanteur, le lycée est construit sur pilotis, une architecture d'époque pour lutter contre les inondations. Le lycée dispose d'une bibliothèque et d'une salle multimédia. À l'image du parrain, l'excellence est le credo du lycée Serigne Ahmadou Ndak Seck de Thiès. Arrêtons-nous également sur la vie et l'œuvre de Cheikh al-Islam Baye Niass à quelques jours de la célébration du Mawlud. Chub Diop. J'ai cherché dans l'histoire l'exemple d'un homme merveilleux et je l'ai trouvé chez le prophète arabe, a dit le politicien et homme d'État Al-Maghid à propos de Mohammed. Avant lui, Voltaire, le philosophe des Lumières, disait du prophète de l'islam que ce fut très certainement un très grand homme qui forma de grands hommes. Il joua le plus grand rôle qu'on puisse jouer sur la terre aux yeux du commun des hommes. Voltaire et Goethe ne sont pourtant pas des adeptes de la religion de Mohammed. Ils sont tout simplement émerveillés par le génie exceptionnel du messager d'Allah. Lamartine, le poète français, a remarquablement peint ce génie incomparable. Jamais, dit-il, homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Saper les superstitions interposées entre la créature et le créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu.
restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie. Le mot est lâché. Mohammed est donc venu pour faire triompher le bien sur le mal, tirer l'homme des ténèbres pour le conduire vers la lumière, une mission qu'il a réussi avec brio. Entre la première apparition de l'âge Gabriel marquant le début de sa mission prophétique et la fin de sa vie, 23 ans se sont écoulés durant lesquels ce bédouin illettré réussit à planter l'étendard de l'islam sur toute l'Arabie, la Perse, l'Inde, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Ouest européen. Entre autres, jamais poursuit Lamartine. Homme accompli en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde. Devant cette œuvre surhumaine du prophète de l'islam, le poète français ne peut se retenir. Il s'exclame: si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité des résultats sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed? Mohammed al-Bousriou, l'auteur du Al-Bourda, comme pour conforter Lamartine dans ses propos, dit dans son célèbre poème que la limite de la connaissance humaine, c'est que Mohammed est un homme, mais pas comme les autres. Il est tout simplement le meilleur des créatures d'Allah dans leur totalité. Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass, qui a voué toute sa vie à l'amour du messager d'Allah, dit: si Mohammed marche, je le suis, s'il s'arrête, je m'arrête. C'est ce prophète merveilleux que la Oumma dans sa totalité s'apprête à rendre hommage au cours de cette nuit du Gamou, marquant l'anniversaire de sa venue au monde en 571 à la Mecque. Des chants à la gloire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. El Hadj Abdoulaye Niass est l'une des figures de la Tariqa Tidjane au Sénégal. Après des séjours à Fès au Maroc, il revient avec l'autorisation suprême. Il est le fondateur de Léona Niassène et de Taïba Niassène, Bachir Ba. El Hadj Abdoulaye ibn Mohamed Niass est né vers 1844 à Bélé dans le Jolof. Il apprend et mémorise le Coran. Quand Maba Diakhouba appelle au djihad, Mohamed, le père de Abdoulaye Niass, émigre vers le Saloum, accompagné de son fils. Maba octroie des terres aux chefs religieux venus lui prêter main forte. Mohamed Niass fonde Niassène. Quelques années plus tard, El Hadj Abdoulaye Niass d'Imam Aladi fonde Taïba Niassène. Il coopère avec Sayer Mati. Il rompit avec la lutte armée vers 1880 pour se consacrer à la dévotion, à l'enseignement islamique et à l'agriculture. En 1890, il se rend à la Mecque. Il passe par Fès où il noue des contacts avec la Zawiya mère de la Tariqa Tidjane. 4 ans plus tard, Mam Aladi s'exile en Gambie dans la localité de Keur Samba, puis à Sanou. Il revient au Sénégal, mais il est obligé encore de s'exiler au début du siècle dernier. Le chef du canton de Nioro et l'administration l'accusent à tort d'être l'instigateur d'une émeute dirigée contre les Français. Taïba est détruit, sa mosquée brûlée et ses biens confisqués. 10 ans après, il séjourne à nouveau à Fès au Maroc. Sur place, le calife Cheikh Arabi Ben Mouhibi lui dit: vous vouliez la Ijaz al-Mutlaq, la voici. Vous vouliez des perles du chapelet de Cheikh Tidjane, les voici. Vous vouliez des cheveux de Cheikh Tidjane, les voici. Mam Abdoulaye rencontre aussi pendant ce séjour Cheikh Ahmed Soukayrija. Mam Aladi s'installe à son retour à Léona, un quartier de Kaolack. Tous ses fils sont des sommités de la religion musulmane et de la Tariqa Tidjane. El Hadj Mohamed Zainab, le gardien de la bibliothèque. El Hadj Babacar Niass, l'imam. Baye Mas Niass, Baye Mahmoud Niass, Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass, le détenteur de la Faïda, Baye Mbaye Niass et El Hadj Mohamed Aminata Niass, le calife, entre autres. C'est ce dernier qui répondait à Ibn Mayaba, un détracteur de la Tariqa Tidjane. Sa réplique est encore aujourd'hui un cas d'école. El Hadj Abdoulaye Niass a disparu en 1922.
Après l'élimination prématurée des Lions à la CAN 2012, la RTS organise ce soir un débat autour du thème CAN 2012, le rêve brisé. Sur le plateau de la télévision nationale. Des observateurs avisés vont analyser les causes et échecs et les urgences auxquelles les uns et les autres doivent faire face sur le chemin de la reconstruction du football sénégalais. À cet effet, le ministre d'État, ministre des Sports, Abdoulaye Makhtar Diop, apportera des éclairages et des précisions de taille. Un débat animé par Abdoulaye Fofana Seck. Ce sera donc tout à l'heure après cette édition qui est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.